chemin qui a levé. Martinique montre nous chimères. Martinique, levez debout pour un chimère. Oh, Martinique, 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 Martinique semble pour nous river. Martinique, levez debout pour un chimère. C'est devant nous caler. Martinique, tout bout pour nous rouler. Martinique, levez debout pour un chimère. C'est devant nous caler. Vendant vous elle roule nous ca rouler. Bilia mamaila. Bilia mamaila. Bilia mamaila. Bilia mamaila. Mamay levé, mamay debout. Faut que nous lutter, faut que nous boumer. Mamay levé, mamay debout. Faut que nous tchèper pour changer d'humain. Ensemble, dans tout le pays. Ensemble, pour tout faire chiméen. Ensemble. Fréquence Paris Pluriel 106.3. Émission Tambour Maman Levé. Les vendredis, 15h, 16h, quand il n'y a pas d'invités, avec des invités, et 16h30. Alors, la revue de presse cette semaine, pour la Martinique, sociale, sécurité sociale. En deux, l'ordonnance du 15 octobre, c'est un article de Fernand Papaya. Deuxième volet. Patrick Chamazo, le congrès de la dernière chance. Fred Constant, Atlas des Outre-mer. Pour la Guadeloupe, Christian Céleste, Rosan Girard, une vie. Jean-Paul Démétrius, Marie Galante, la priorité diversité. Et Manuel Boussillon, la place de la femme. Aussi, mois de novembre, mois des morts. Une pensée aux familles et amis, ne pas les oublier, ils sont partis trop tôt. Pour la Grenade, allégeance au roi, Charles. Caraïbes, la Chine et les Caribéens font partie d'un sud global. C'est tiré de l'hebdomadaire L'Étincelle. Le Maroc a fait Ben Baka il y a 60 ans. Livre et faire lire. France Antilles Collector. France Antilles 2025. France Fanon 2025. 2035. Patrick Chamoiseau, La matière et l'absence au seuil. Lilian Thuram, La pensée blanche chez Plomb. Jacques Ralit, Mon alphabet d'existence aux éditions Temps des cerises. Alors, François Non, 1925, voilà, 2025. 1925, collector, que tous les foyers devaient s'en approprier. Alors, aussi, c'est quoi une vie d'homme? C'est le combat de l'ombre et de la lumière. C'est une lutte entre l'espoir et le désespoir, entre la lucidité, la ferveur. Je suis du côté de l'espérance, mais d'une espérance conquise, lucide, hors de toute naïveté. Aimé Césaire, j'ai trouvé ça sur une vidéo que j'ai reçue sur mon téléphone. Alors je vous fais part. Aussi, on va changer. C'est le mouvement de la paix, étant donné qu'on nous parle de la guerre,
On est en train de nous laver le cerveau avec la guerre. Déclaration du mouvement de la paix. À l'occasion du 80e anniversaire de la création de l'Organisation des Nations Unies, le mouvement de la paix appelle à la création d'un Fonds mondial des peuples pour la paix. Alors pour tout enseignement, 01 40 12 09 12 01 40 12 09 12 pour la paix. Aussi, François Fanon a redonné un visage à ceux qu'on avait rendus invisibles. Le docteur Alex Botius, dans France Anti-Collector. Aussi, Zoram Mondani, ça se passe aux États-Unis. Le peuple organisé bat l'argent organisé. Je répète, Zoram Mondani, le peuple organisé bat l'argent organisé. L'humanité du 6 novembre. Alors ça se déroule aux États-Unis. Alors je vois comme un article fort intéressant. Si cela peut nous donner de la force et de l'unité, on prend. Théo. On doit penser à tout ça qui est mort. Il n'est pas là. Et pas oublier sur tout ça qui fait nous rêver. Ça qui soulage la vie en nous. Edmar Argelier. Edmar Argelier. Songez. Edmar Argelier. Péché que nous péchons. Et ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Moi, commandé après la mort. Côté nous calé. Pourquoi la mort? Pourquoi la mort? C'est péché que nous péchons. Et ça, c'est la vie. C'est ça. On enchaîne avec la revue de presse. Sociale, là, ça se passe en Martinique. Sécurité sociale, la CGTM, FSM, se dit préoccupée. Trop, c'est trop, estime la CGTM, FSM, sur la situation de la CGSS, et même si l'organisation syndicale ne fait pas partie du conseil d'administration de la Caisse. Nous sommes pour la démocratie syndicale et nous estimons que l'ensemble des organisations syndicales martiniquaises devraient participer au conseil d'administration de la CGSS, comme cela est possible dans les caisses du BTP. Ainsi, Christelle Cyr-Atis, Rodrigue Petito et Justin Lamont. En tout cas, la CGTM-FSM souhaite donner de la voix, car elle a fort peu goûté les passes d'armes entre l'ex-président du conseil d'administration Paul-Émile Moussoleil et l'ancien membre Éric Bellemare de nos colonnes. Nous estimons que deux syndicalistes qui s'entre-déchirent en utilisant des noms d'oiseaux discréditent le mouvement syndical. La CGSS est une institution acquise de haute lutte par le sang versé
des travailleurs s'insurgent-ils. C'est ça. On enchaîne. Mémoire du peuple, 1960-1925. Il y a 65 ans, l'ordonnance du 15 octobre 1960 condamnait des communistes martiniquais à l'exil. Fernand Papa a écrit dans l'hebdomadaire Justice, deuxième volet, le pouvoir colonial français, sentant monter la revendication nationale et empêcher dans la sale guerre d'Algérie, décidait de frapper fort avec l'ordre de mutation d'office de Nicolas Dufont, Guiteau et Mauvois, tous à la direction du PCM. L'objectif était de décapiter le Parti communiste martiniquais. Après la débâcle de l'armée française en Indochine, la conférence de Bandung 18-24 avril 1955, qui marquait l'entrée du tiers-monde sur la scène internationale et qui condamnait la colonisation et l'impérialisme en général et du droit des peuples à l'autodétermination. Le réveil des pays africains contre le colonialisme pour l'indépendance, le triomphe de la révolution cubaine, et alors que l'Algérie était sur le point de conquérir son indépendance. La France, qui voyait son empire s'effondrer, voulait à tout prix conserver ses vieilles colonies en utilisant la répression, l'intimidation, les atteintes aux libertés, écrit Fernand Papaya dans l'hebdomadaire Justice numéro 43. Lité pour yo, danger pour yo. Pour yo, pour nous lutter. Pour yo, pour nous changer. Pour yo, pour nous lutter. On enchaîne, toujours la revue de presse, le congrès de la dernière chance, écrit Patrick Chamoiseau dans le Front Senti. Deuxième volet, le processus, la responsabilisation comprise comme un processus permet à chacun de conserver ses convictions profondes. Mais plutôt que d'attendre le grand soir idéal, d'entreprendre de converger sur l'essentiel. Et l'essentiel pour nous est d'assainir notre relation avec la France et de commencer à agir et à penser en peuple-nation. Dans la Caraïbe, dans les Amériques, dans l'Europe, dans le monde. Le postulat est celui-ci. Aucun développement, aucun épanouissement, aucune efficacité dans la gestion des problèmes quotidiens ne sont possibles sans la stimulation endogène de notre génie collectif. Et cette stimulation passe par un mouvement, par un vum-vap, un souffle de responsabilisation politique partagé par tous. Une fois ce mouvement amorcé, chacun pourra continuer à défendre ses idées et ses options. Mais le traitement des urgences disposera enfin d'une boussole vertueuse, l'émancipation à la fois collective et individuelle. Nous sommes forcés de nous y mettre de toute urgence pour deux raisons essentielles, celle de la lucidité qui nous oblige à regarder la réalité en face et celle de la volonté soutenue par l'espérance qui seule pourra la transformer. Pour yo,
faut nous changer. changer pour yo. Oui, faut nous lutter. Lutter pour yo. Oui, faut nous changer. Changer pour yo. Fred Constant, professeur des universités en sciences politiques, ancien haut fonctionnaire, a écrit un livre, Atlas des Outre-mer, un outil facilement maniable pour accéder à des données et à des analyses. Fred Constant, agrégé de sciences politiques, professeur des universités et ancien haut fonctionnaire, publie avec Jean-Christophe Gay, agrégé de géographie et professeur à l'Université Côte d'Azur, Atlas des Outre-mer, du legs colonial au défi du présent. Jean-Marc Atzé de France Antilles pose la question. Vous venez de publier aux éditions Autrement, Groupe Flammarion, Atlas des Outre-mer, ou legs colonial au défi du présent. Comment ce projet est-il né? Comment ce projet est-il né? Fred Constant répond, c'est un projet qui a demandé 3 ans de travail avec Jean-Christophe Gay, co-directeur de l'ouvrage, un spécialiste des Outre-mer du Pacifique et moi-même. Plutôt un spécialiste des Outre-mer de l'Atlantique, nous voulions absolument que cette collection qui est très connue dans le monde éditorial puisse intégrer un titre sur les Outre-mer. Notre objectif était de mettre à disposition du grand public, mais aussi des professionnels de l'information, des décideurs, des chefs d'entreprise, un outil facilement maniable qui puisse leur permettre d'accéder à des données et à des analyses sur les grands défis auxquels ces territoires sont confrontés. Jean-Marc Atzé pose la question, analysez-vous les termes outre-mer et métropole dans cet ouvrage? Fred Constant répond, en effet, nous analysons ces termes et nous montrons d'où ils viennent. D'ailleurs, nous proposons d'autres exceptions telles que pays, territoires transocéaniques, juridictions insulaires, non souveraines, pour nous démarquer des connotations coloniales des termes métropole et outre-mer. Nous montrons aussi comment le passé colonial continue à exercer une influence sur ces territoires et comment dans différents secteurs il faut poursuivre ce long combat de la décolonisation et nous sommes ravis d'y contribuer. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. On enchaîne avec la revue de presse. Edwy Plenel, le patron de Mediapart, participe au collecteur de France Antilles
sur François Non. Il dit François Non parle au monde. Le pays qu'il a oublié, c'est la France. Collecteur de France Antilles, sur Fadon, 1925-2025, de la mémoire des peuples. On enchaîne avec la Guadeloupe. On enchaîne avec la Guadeloupe. Christian Céleste écrit dans l'étincelle numéro 1153. Rosa Girard, a eu 112 ans, le 16 octobre 2025. Debout de Guadeloupe. Rosa Girard, une vie au service de la révolution communiste. Les mains plus nues qu'à ma naissance et la lèvre plus libre. L'oreille à ses coraux, où gît la plainte d'un autre âge. Me voici restitué à ma mère, à ma rive natale. Il n'est d'histoire que de l'âme, il n'est d'essence que de l'âme. Deuxième volet, ce groupe lance un appel au peuple guadeloupéen le 30 avril 1944. La première organisation communiste est née et Rosan Girard, signataire de l'appel, devient le premier leader en créant la première organisation communiste en Guadeloupe. Rosan Girard et ses camarades ont accompli une tâche historique qui a bouleversé à jamais toutes les formes et pratiques politiques en cours dans le pays depuis l'abolition de l'esclavage. L'apport exceptionnel de Rosan Girard à la lutte du peuple guadeloupéen est d'avoir construit avec les travailleurs l'instrument de leur libération, un parti communiste fondant ses activités sur l'idéologie marxiste. C'est aussi d'avoir doté les travailleurs d'une conscience de classe et d'avoir contribué à forger l'identité du peuple guadeloupéen. À travers tous ces engagements, l'ambition de Rosan Girard, c'était l'homme, sa liberté, son bien-être social, sa dignité, son émancipation. Il a mené ce combat toute sa vie, restant fidèle à son idéal communiste et en tenant avec honneur sa tranche de lutte, à ne pas oublier qu'il repose en paix en lui disant merci. Nous ne pouvons pas oublier, camarades, aux Girard. Toujours à la Guadeloupe, Emmanuel Boussillon écrit « L'éducation et la responsabilité parentale, quels que soient les reproches que l'on peut adresser à l'État au sujet de l'école. Il faut admettre que l'éducation qui doit commencer dès la naissance et se prolonge à l'école au moins jusqu'à l'âge adulte est de la responsabilité parentale avant tout. Depuis plus d'une soixantaine d'années, il ne s'agit plus de naissance à la volonté de Dieu. À l'exception de situations exceptionnelles, la procréation est consciente, volontaire, depuis la mise en place du planning familial. Dans tous les cas, la responsabilité parentale doit être donc sans faille du point de vue éducatif pour permettre à l'enfant de suivre son parcours scolaire et de formation. Une métaphore qui invitait à la réflexion et maintenant à l'école ouverte sur son environnement tout en préparant à la citoyenneté. En Guadeloupe, comme ailleurs,
On déplore chaque année, depuis très longtemps, des comportements de plus en plus défiants qui se traduisent malheureusement par la violence, l'agressivité, le harcèlement, pouvant aller jusqu'au crime, au suicide. Force est de constater que la situation ne s'améliore pas en dépit des mesures mises en place par les institutions. Les manifestations populaires, sous différentes formes, ne servent à rien. Pourtant, des générations ont bien connu l'école sanctuaire, sans mur, cette maison de verre assurant le savoir-faire et le savoir-vivre, une métaphore qui invitait à la réflexion. Et maintenant, l'école ouverte de son environnement, tout en préparant à la citoyenneté. Abrió el dolor su flor amarga, tiene un asombro su final, y es la batalla que se alarga. Pastor de la sierra iré, comandante iré, hasta la victoria. Fréquence par pluriel 106.3, émission Tambour Moment élevé, les vendredis 15h-16h. La place de la femme dans le combat anti-esclavagiste. Emmanuel Boussillon dans l'Étincelle écrit « À la suite d'une conférence débat organisée en avril 2025 par le MPGI sur le sujet « La place de la femme dans le combat anti-esclavagiste », nous avons interviewé un intervenant, le sociologue Henri Boussillon. Le concept « femme potomitan » décrié par un courant féministe comme étant une soumission, n'a-t-il pas sa légitimité dans ce combat de 2 siècles? Henri Boussillon, personnellement, répond « L'utilisation du concept de femme potomitan ne m'a jamais gêné particulièrement. Je l'ai toujours situé historiquement et il faisait sens, selon moi. Il n'a jamais eu pour finalité de déresponsabiliser les hommes, mais plutôt de signaler la position qu'occupait la femme, la mère dans le foyer. Bien entendu, la société a changé. Avec elle, forcément, la cellule de base de la société, la famille, et forcément les statuts et rôles de l'homme et la femme dans le couple. Ceci dit, je ne rattacherai pas à ce concept à leur place dans le combat anti-esclavagiste. Dans cette lutte, elles ont combattu vaillamment, souvent au premier poste, mais plus davantage que les hommes, leurs conditions de femmes et surtout de mères, quand même pesaient sur les modalités et formes de leur participation en tant que combattantes. Bien entendu, l'histoire a retenu les noms de certaines qui ont sacrifié leur vie pour la libération. Moi c'est en jeune dans célibataire. Manja ouais, manja subi la vie. Mon vini café en fleurs nouvelles. Et puis fille, mandait le beau. Premier jour là, nous causait 2 mots. Et lendemain, nous t'es au cinéma. Le samedi, nous invités au bal. Nous danser et nous valser. Tout à l'heure, cavalier dépressé. Giléo, pendant les épaules, c'est bon, dis bon. Passez sous les côtés, l'emmeillot dans poste, pour y faire le galant, messieurs. Les filles arrivées dans la danse. Il vini, il entrait pour danser. M'en vini, m'en marché derrière lui. J'ai dit mon petit pas, m'a gagné la victoire. A dit, il mange à dire, la journée qu'a fait chaud, mais la nuit qu'a fait frais, l'après-midi qu'a fait frais. A dit, il mange à dire, ou m'a qu'a passé moins. Si fait fin qui moins, m'a qu'a fait le moral. Entends
On enchaîne avec Jean-Paul Démétrius, de l'hebdomadaire Étincelle. Marie Galante, des clichés pour sensibiliser sur la biodiversité. Afin de sensibiliser la population, Marie Galantaise à l'importance de la biodiversité dans un contexte de réchauffement climatique évident. La communauté des communes de Marie-Galante, consciente de l'urgence de préserver la nature sur son territoire, a décidé de prolonger ce concours début le 30 juin 2025 jusqu'en janvier 2026. L'objectif de ce concours est l'occasion de mettre en valeur, à travers les images, la beauté, la biodiversité marie-galantaise, mais aussi de dénoncer les agressions quotidiennes qu'elle subit, pollution, bouleversement climatique, destruction des sites naturels, conséquences directes de l'activité humaine. Les meilleures photos issues de ce concours, ouvert à tous, seront exposées, une belle opportunité pour chaque photographe de se distinguer et de vivre pleinement sa passion. Ce concours est une superbe occasion de sensibiliser et d'impliquer la population locale dans la découverte de son territoire. Il incite chacun à explorer sa commune et à prendre le temps d'observer la nature, a déclaré Sandy Sébastien, chargé de mission du territoire engagé pour la nature. Elle ajoute, cela constituera une base de données photographiques de notre patrimoine naturel. Cette image contribuera à illustrer la classe de la biodiversité communale, à identifier certains habitats et à enrichir l'inventaire mené par des naturalistes. C'est ça les Antilles. Merci les musiciens. Bel travail. On enchaîne avec Bruno Fontaine d'Étincelle. Le gouvernement de la Grenade abandonne son serment d'allégeance au roi Charles. Une démonstration d'unité dans la défense de l'indemnité nationale. Une décision qui intervient alors que les appels à la destitution du monarque à la tête de l'île des Caraïbes se multiplient. Le gouvernement grenadien a déclaré que le Parlement avait approuvé des projets de loi visant à amender la constitution du pays. Une démonstration louable d'unité nationale. Le changement supprimera les mots « Sa Majesté le roi Charles III », ses héritiers et successeurs du serment d'allégeance et les remplacera par Grenade. Dans un communiqué, le Premier ministre de la Grenade, Dicton Mitchell, a déclaré « Le soutien unanime à cet amendement démontre notre engagement commun envers l'identité nationale et le progrès constitutionnel, et même si nous pouvons déférer de nombreuses questions, nous sommes aujourd'hui pour affirmer que notre allégeance appartient à la Grenade et à son peuple. Un serment d'allégeance issu de l'héritage colonial et non d'une adhésion de la population grenadienne. Il a ensuite déclaré aux médias locaux « Je ne pense pas que quiconque de sensé s'attende à ce que moi ou tout futur Premier ministre de la Grenade disant prétend serment pour le servir. Je jure allégeance au roi Charles, à ses héritiers,
à son successeur. Qu'est-ce qui fait que le roi Charles est supérieur à moi, qui m'oblige à prêter allégeance, à non pas au peuple de Grenade, mais à lui. Dicton Michel a ajouté, les pays souverains entretiennent d'excellentes relations bilatérales. Cela ne signifie pas qu'il faille prêter allégeance au chef d'État de notre pays étranger. C'était des petits pas, c'était trois petits pas. À présent, tout le monde sait zouker raga. C'est pas moins autres qui fait de la tête. Moi m'en fiancé, tout jeune femme des bons chagrin dit point. Les membres annoncer nos soins, font mailler d'éléments, les mentés Avant de passer la parole à Nicole, la Chine, les nations des Caraïbes n'ont besoin d'aucun pays pour agir en tant que gardien moral. La Chine et les Caraïbes font partie du Sud global. Il a souligné que la Chine, tout comme les Caraïbes, font partie du Sud global et partagent des positions similaires et des intérêts complémentaires, ce qui en fait des partenaires naturels. Il a également affirmé que la coopération bilatérale est basée sur le principe de consultation conjointe, de construction partagée et de bénéfices mutuels, tout en respectant toujours les besoins et la volonté des pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Les deux régions viennent de participer à la 4e réunion ministérielle du Forum Chine-CELAC, communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, à Pékin le 13 mai. La première ministre de la Barbade, Mia Mottley, lors d'une rencontre avec le président Xi Jinping. Oui, avant de passer la parole, Nicole, étant donné que j'en ai parlé en disant que le mois de novembre était le mois des morts, il ne faut pas non plus oublier, il y a 20 ans, le crash de l'avion avec 150 morts qui allait au Venezuela. Alors il ne faut pas les oublier non plus, ceux-là, parce que c'est quand même très dur pour des familles qui ont du mal à faire leur deuil. Aussi, dans le collecteur de France Antilles, retrouver Elvie Plenel, le grand patron de Mediapart, qui parle au monde. France Fanon parle au monde. Le pays qu'il a oublié, c'est la France. Ça non plus, c'est des paroles à retenir. Pourquoi oublier Fanon? Ça dérange. Ça a tellement dérangé qu'aujourd'hui encore, on parle de l'affaire Ben Baka. À vous, Nicole. J'ai fini avec la revue de presse. Merci, Georges. Bonjour, Georges. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Théo, à la technique, et un petit coucou à Mathias. Vous écoutez donc l'émission Tambou, mon maille levé, revue de presse de la Caraïbe et d'ailleurs, tous les vendredis de 15h à 16h et jusqu'à 16h30 lorsque nous avons un invité. Et je suis heureuse donc de vous retrouver aujourd'hui.
Alors donc, je prends la suite donc sur l'actualité culturelle. En ce moment, c'est la valse des prix. Prix Goncourt, prix Renaudot. Je vais vous en citer que 2. Prix Femina, c'est Natacha Apana, qui est mauricienne, donc qui a reçu donc le prix Femina 2025 pour son roman La Nuit au cœur. La Nuit au cœur paru chez Gallimard, qui entrelace 3 histoires de femmes victimes de la violence de leurs compagnons. Et puis, le Grand Prix du roman de l'Académie française, reçu par Yannick Laens, Passagère de nuit de Sabine, aux éditions Sabine, Ouest-Piézère. Alors, je vais juste vous dire un petit mot parce que donc notre chroniqueuse, Ferdi Ajax, que nous retrouvons la semaine prochaine, tous les mois, nous l'accueillons, eh bien, nous en dira un peu plus sur Yannick Laens, qui est une autrice haïtienne. Je dirais juste qu'elle est née en 1953 à Port-au-Prince, qu'elle est l'autrice de nombreuses œuvres, romans, essais, nouvelles, et puis qu'elle raconte dans son livre Passagère de nuit, eh bien, elle rend hommage, un hommage d'espoir et de résistance à la lignée des femmes dont elle est issue, a indiqué l'éditeur en présentant le roman. Elle raconte notamment l'effroyable réalité vécue par les passagères de nuit sur les bateaux négriers. Et je poursuis avec une présentation que j'ai commencée lorsque nous ne recevons pas d'invités, une présentation de grandes figures des Outre-mer. J'avais commencé avec Roch Pidgeot, homme politique français de Nouvelle-Calédonie, tout d'abord autonomiste, puis indépendantiste d'origine kanak. J'ai poursuivi avec Gerty Archimède, qui devint la première femme noire avocate de France, députée et féministe guadeloupéenne. Et je poursuis aujourd'hui avec la Calédonienne Dewe Gorodé, écrivaine kanak, prolifique, pionnière des mouvements indépendantistes et féministes en Nouvelle-Calédonie. Elle est issue d'un pasteur chef de clan. Elle grandit dans un environnement imprégné de traditions coutumières. C'est ce qui l'a marqué pour son engagement futur. Alors, elle découvre, quand elle arrive en France, évidemment, son univers intellectuel s'ouvre. Si je peux m'exprimer ainsi, elle découvre entre autres les écrivains Aimé Césaire, Léopold Senghor, Léon Gontran Damas, mais également le communisme, Karl Marx, Lénine et Rosa Luxembourg. Elle développe une conscience politique et littéraire aiguë. Quelques dates. À la fin de 1973, elle enseigne le français dans un collège catholique de Nouméa, puis le païssi, sa langue maternelle, au sein de l'école populaire kanak. Elle s'engage parallèlement pleinement en politique. En 1974, le groupe 1878, un collectif dont la revendication principale est de récupérer les terres spoliées par la colonisation française. En 1976, Dewe Godoré participe à la création du Parti de libération kanak, Palika, formation indépendantiste et composante du Front de libération nationale kanak et socialiste. En 1982, je rappelle que c'est l'une des fondatrices du groupe des femmes kanak et exploitées en lutte. En 1982, elle fonde donc ce groupe pour défendre l'émancipation des femmes. Et en 1999, elle entre dans le premier gouvernement collégial issu de l'accord de Nouméa. Elle y occupe le portefeuille de la culture. Son œuvre littéraire, quelques dates. En 1985, son premier recueil de poésie intitulé « Sous les cendres des conques » aux éditions populaires. Après des recueils de nouvelles et d'aphorismes, Dewe Godoré signe
en 99 avec l'écrivain calédonien Nicolas Kurtovic, Dire le vrai. Aux éditions Grains de Sable, un livre de 18 poèmes bilingues qui connaît un fort succès. Et son œuvre continue, s'enrichit en 2007 avec L'Épave, aux éditions Madréport, qui est reconnu comme le premier roman kanak publié centré sur les violences perpétrées contre les femmes. Fin 2014, elle publie à l'Orée du Sable, aux éditions Vendailleur, un recueil de poèmes, avec des textes où l'autrice évoque sa terre natale, la culture kanak, la tradition, l'identité et la conscience collective. Et je terminerai par une citation. Je suis la femme de l'ombre et du feu, celle qui marche sans bruit sur les cendres, celle qui parle aux pierres et au vent pour que la mémoire ne meure pas. Donc c'est extrait dans les cendres, sous les cendres des conques. Et elle décède dans son pays en août 2022, à Point-d'Imier, à l'âge de 73 ans. Une partie de son œuvre, traduite en anglais, fait désormais l'objet d'études universitaires dans une grande partie du Pacifique. Eh bien, donc ça, c'est toutes ces figures donc d'outre-mer. Donc, c'est très important à découvrir ou à redécouvrir. Ça fait partie de la mémoire et ça nous concerne. Je poursuis avec la Martinique. La Martinique est à l'honneur. Le long métrage Les fractures invisibles, réalisé par Jean-Michel Loutobi, a brillé à New York lors du Chelsea Film Festival 2025, en remportant le prix du meilleur jeune acteur attribué à Lenny Michanol. Les fractures invisibles s'inspirent directement des réalités vécues par les jeunes du territoire. Entre espoir, désillusion et quête d'équilibre, le film explore les tensions entre les générations, la pression sociale et la résilience face à l'échec. Je cite Jean-Michel Loutobi. « Mon intention était de raconter une histoire universelle, ancrée dans la réalité martiniquaise, mais qui résonne bien au-delà de ses frontières. » Je continue dans l'actualité cinématographique avec la 49e Mostra de Sao Paulo, l'un des plus grands événements cinématographiques du Brésil, qui s'est déroulé du 16 au 31 octobre et qui vient de décerner le prix de l'humanité à la réalisatrice martiniquaise Eusan Palsy pour son rôle inspirant de nombreux cinéastes de par le monde. Une belle reconnaissance donc pour cette cinéaste de combat à la carrière exceptionnelle qui a marqué et qui marque encore le cinéma international. Elle est considérée comme l'une des plus grandes réalisatrices contemporaines. Je rappelle qu'elle a été révélée par Rue Cazenègre. Elle a eu un Oscar en 2022 pour l'ensemble de sa carrière. Elle est la deuxième française à recevoir cette distinction après Agnès Varda. Et en 2023, une rétrospective sur elle a eu lieu au Centre Georges Pompidou. Et puis, je continue avec un film que j'ai regardé sur Arte, un film documentaire que je vous conseille. Ce film, il est jusqu'au 5 novembre sur la plateforme arte.tv et vous pouvez voir aussi des extraits sur Internet, les vidéos. Le sucre pour la douceur et pour le pire.
Donc, un documentaire à découvrir ou à redécouvrir. C'est une donc rediffusion du documentaire de Mathilde Damoiselle. Elle est diplômée de l'Institut d'études politiques. Elle retrace l'histoire globale du sucre et ses ressorts colonialistes. Et je vais juste vous citer un tout petit extrait que j'ai trouvé dans Télérama par rapport donc à ce film. Riche d'archives et d'entretiens avec de nombreux universitaires, le film prend soin de montrer la persistance de pratiques proches de l'esclavage avec les témoignages de coupeurs de canne haïtiens dans des plantations possédées en République dominicaine par une multinationale américaine, 3 points de suspension. On la voit donc dans ce film. La même, donc elle existe, la même qui exploitait des travailleurs jamaïcains en Floride dans les années 80. Donc un documentaire très intéressant, donc je vous le conseille. Donc c'est une histoire de sucre, ça reprend donc depuis les premières plantations des colons portugais à Sao Tomé et Principe au XVe siècle jusqu'aux gigantesques exploitations brésiliennes, aujourd'hui destinées à la production de bioéthanol. Alors, eh bien, je poursuis avec un extrait, puisque je parle des cannes à sucre, de Yves Intel-Pastel, de son livre « L'humeur des cannes », suivi de L'île qui danse, publié à l'Harmattan. C'est un livre de textes poétiques et en même temps de récits. L'humeur des cannes. Des cannes, des cannes, des cannes, des cannes à perdre de sens. Des océans de cannes. Terre blême, terre rouge sang. Pas une seule terre sans canne. Terre noire, gorgée de cendres volcaniques. Pas une seule terre sans cette canne tueuse. Des marées de tubes enfoncés dans la veine des mornes, des plaines des grands fonds, des tubes, jusqu'aux 50 pas géométriques et même dans la bave des flots. Des cannes, boyaux de transfusion, sucent la sueur, la sève, le sang, la rosée au petit matin, l'eau des sources, et même la fureur vive du magma dans le centre de la montagne pelée, et même la coulure des cendres volcaniques qui raniment la terre fourbue. Les cannes, tumescence pensu draine jusqu'aux cuves des usines à Rome, le plasma onctueux d'un peuple en traite. Mon pays. Affalé sur le nombril mutilé de mon pays meurtri, une nichée de sangsues prend la tétée, sans trêve, une longue succion, séculaire. Rien de nouveau. En 500 ans d'ingurgitation, 500 ans les usines fument, les cuves bouillonnent, les vapeurs du rhum curent aussi bien le rhum de cheval qu'elles exterminent à petits coups de feu des touffes agglutinées d'humaines bêtes de somme. Et mon pays d'affalement croule sous la dalle des saisons de pénurie. Une brume saturée de pollen de rêves s'esquive sans cesse de nos mains inassouvies. Un vent mauvais tresse une écume de cauchemars persistant sous la dalle d'acier des carèmes proliférants. Une horde de typhons coalisés suce jusqu'à tarissement toute sève de sursaut dans le ruisselet moribond de nos ambitions en étiage. Des cannes, bien trop de cannes, et si peu d'igname à tout temps,
pour ne plus avoir faim, ne plus couver cette peur idiote des lendemains. Tant et tant de cannes, et si peu de racines vives. Et voilà que les Antilles en souffrance redoutent de rompre les amarres. La marmite, à moitié vide, rompre les amarres. Un très beau texte de Yves Intel Pastel, donc, que nous avons accueilli à la radio et que nous saluons aujourd'hui. Bonjour Yves. Et puis, quelques annonces. Jusqu'au 9 novembre, au Hall de la Chanson. C'est le Centre national du patrimoine de la chanson, installé au cœur du parc de la Villette, dans le 19e arrondissement. Eh bien, un spectacle musical, la revue Arc-en-Ciel, qui retrace la vie de Joséphine Baker. Et jusqu'au 31 janvier, à la Maison des Arts de Malakoff, exposition collective en des lieux sans merci sur le thème des luttes écologiques et décoloniales. Et puis, samedi 15 novembre à 18h, eh bien, une rencontre avec notre ami, poète gabonais, Steve Wilfried Mughengi, pour la parution de son nouveau livre « J'ai toujours marché avec ses rêves en moi » aux éditions du Mot Conduit. Débat animé par Patrick Léon-Émile, à la guitare Oluren Fercre, à la librairie Boréalia, 33 rue de la Villette, dans le 19e. Je rappelle donc ça, c'est un livre sur son père, et nous aurons l'honneur de l'accueillir en janvier 2026. Je vous rappelle que son dernier livre a reçu le prix FEDCAM et Marie Scondé 2023 pour « Tu as fait de moi celui qui enjambe le monde », qui était un livre sur sa mère. Et notre ami, ah là, j'ai un petit trou. Notre ami... Je suis perdue dans mes feuilles. Félicien Gérand, à Saint-Denis, avec une association qui présente des courts-métrages, fera une comté ce soir. C'est à partir de 18h. Eh bien voilà, je m'excuse, je ne me souviens plus du nom de son association, mais si vous pouvez y aller, c'est ce soir. Et il y aura des courts-métrages et ça comptait. Et pour terminer, si vous avez l'occasion, le temps, ce week-end ou dans les jours à venir, je vous en ai déjà parlé. N'oubliez pas le musée départemental Albert Kahn à Boulogne-Billancourt, qui vous invite à découvrir l'exposition Bénin aller-retour du 14 octobre au 14 juin 2026, une plongée immersive au cœur du Dahomey historique entre photographie, rare évidemment, films ethnographiques et regards d'artistes contemporains. Je vous souhaite un bon week-end, une belle semaine, et la semaine prochaine, nous retrouvons Ferdi Ajax, notre chroniqueuse haïtienne. Sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3. Offrez des livres pour la fin de l'année. Offrez des livres. Offrez des livres. Et regardez le documentaire. C'est tout vent nous calé, vent d'avouer roule nous caoule. Vilia mamaila, Vilia mamaila, Vilia mamaila, Vilia mamaila, mamaila. FPP 106.3. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Fréquence Paris Pluriel
Tu es un esclave, Néo. Avec FPP, vous avez le choix. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus.